On va revenir avec vous sur ces images vues par satellite à l'instant, des images livrées par la société américaine Maxar. Oui, ces images qui illustrent parfaitement bien la violence des combats dans toute cette zone-là, en périphérie de Severodonetsk, en passe, vous le savez, de tomber aux mains des Russes. Ces images-là, d'abord, qui illustrent parfaitement ce rouleau compresseur russe. Roubijne, vous le savez, on est à une dizaine de kilomètres de Severodonetsk. Le 29 mars, on voit bien ces immeubles d'habitation avant le passage des Russes. Et regardez, après, ces immeubles éventrés. Alors j'ai regardé sur d'autres images satellites, on est vraiment au cœur de Roubijne. Ce que vous voyez là, ce sont des immeubles d'habitation. Autre image, toujours sur cette route de Severodonetsk, on va cette fois à Dovenke. On est à une centaine de kilomètres maximum de Severodonetsk. Et on voit juste ici ce cratère. Regardez, je voulais entourer pour que vous puissiez le visualiser. C'est un cratère de 40 mètres de diamètre. On ne s'en rend pas bien compte sur l'image, c'est pour ça que je voulais noter. Et là aussi, regardez une autre image satellite. On est vraiment au cœur de ce qui semble être des immeubles, des quartiers d'habitation. Autre image, on s'écarte un petit peu de la ville de Dovenke, du centre-ville en tout cas, et on est dans un champ où on voit littéralement un tapis laissé par un tapis d'impact de balles laissé par justement des cratères. Enfin, ce sont des cratères d'artillerie dans toute cette zone-là de Dovenke. Et enfin, toujours sur cette route-là qui traverse Severodonetsk, on vous a beaucoup parlé de cette rivière, la rivière de Donetsk. Et bien là, on a une illustration parfaite de cette difficulté qu'ont les Russes de traverser. Vous voyez ce pont-là, détruit par les forces ukrainiennes, qui ont du coup du mal à traverser cette rivière large de 70 mètres à ce niveau-là, et ces impacts, ces bombardements tout autour. Il faut savoir que toute cette partie-là, elle est extrêmement stratégique pour Moscou, parce que tout simplement, si les Russes parviennent à conquérir ces villes-là, eh bien, ça leur donnerait une voie toute tracée vers Kramatorsk, la grande ville de la région de Donetsk. Merci beaucoup, Jade Partouche. Le général Dominique Trinquant est avec nous pour décrypter la situation sur le terrain. Une situation de plus en plus compliquée. Troupes russes et ukrainiennes se livrent un combat acharné, rue par rue. Signe de la grande difficulté rencontrée par les Ukrainiens sur le terrain. Le gouverneur de la région envisage un retrait. Vous le voyez, il y a des bombardements partout, 24 heures sur 24. Il faudra peut-être se retirer de Severodonetsk, dit-il. Général Trinquant, l'armée ukrainienne pourrait se retirer, je cite, pour des positions mieux fortifiées. Comment est-ce que vous interprétez ces informations, ces déclarations ? Oui, écoutez, c'est la position sage qui pourrait être prise, c'est-à-dire de reconstituer un dispositif de défense un peu plus à l'ouest, en bénéficiant en particulier des renforcements en armement et donc de la coordination des feux qui pourrait être mise en place en étant plus à l'ouest. Severodonetsk, comme ça vient d'être très bien expliqué, est juste à l'est de la rivière Donetsk, donc c'est une tête de pont. Les Russes veulent la saisir, mais ensuite il faudra qu'ils franchissent le Donetsk pour aller plus à l'ouest conquérir le reste du Donbass. Et donc c'est un choix que les Ukrainiens doivent faire, de se retirer de cette position pour réorganiser leur défense un peu plus à l'ouest. Général Trinquant, mais également à vous sur ce plateau. Je voudrais qu'on revienne quand même sur ces images qui montrent l'intensité. Il y a peut-être plus fort encore comme mot de ces tirs d'artillerie, ce pilonnage en règle des troupes russes. Vous voyez les cratères. Ça donne, Général, toute la mesure de ce qui s'est passé sur le terrain. Oui, mais tout à fait. En fait, l'armée russe progresse en utilisant l'artillerie à fond. Donc, ils matraquent absolument la défense ukrainienne et la font céder comme cela, ce qui, au passage, économise aussi des ressources humaines chez les Russes, dont on sait qu'ils ont des grandes difficultés actuellement. Donc, ils matraquent de façon à réduire la défense et que les combats soit réduit au minimum pour l'infanterie qui progresse. Ceci étant, elle a progressé, mais les contre-attaques ukrainiennes dans la ville de Severodonetsk ont eu lieu, mais on voit bien que la difficulté des Ukrainiens à se maintenir sur ces positions. Vincent Hugeux, vous avez vu ces images. Il n'y a pas un mètre sans qu'il y ait un impact d'obus. Si vous voulez, c'est aussi l'héritage, je dirais, de l'ère stalinienne, le principe de la terre brûlée, de l'écrasement de l'adversaire sous un feu intense. On sent bien que les Russes, dont on connaît les limites en termes de tactique et en termes opérationnels, ne veulent progresser qu'en terrain désertifié par l'artillerie. Et ce qui est également tout à fait frappant, c'est que
Quand vous écrasez sous les bombes les quartiers est de la ville d'Alep en Syrie, après vous être porté au secours de votre protégé Bachar al-Assad, vu de Moscou, après tout, on ne tue que des métèques. Bon, là, on a quand même un Vladimir Poutine qui se présente comme le meilleur rempart de la communauté slave, très au-delà des frontières de la Russie, et qui, en fait, anéantit des villes, des splendeurs, des monastères, des églises orthodoxes. Et il le fait avec qui ? Avec l'aide de miliciens tchétchènes. Alors la Tchétchénie appartient à la Fédération de Russie, soit. Il le fait avec des supplétifs mercenaires. Ça va être compliqué un jour, lorsqu'il s'agira de rendre des comptes sur cette opération militaire spéciale. La guerre n'est toujours pas déclarée officiellement. Ça va être compliqué quand même d'expliquer aux Russes que tout ça a été fait au nom de la grande fraternité slave dont il prétend être le héros indépassable. Général Trinquant, ce qu'il faut peut-être expliquer à nos téléspectateurs, c'est que si l'artillerie russe s'acharne dans ce coin-là, c'est que si Severodonetsk tombe, c'est toute la République du Louhansk qui tombe. Et donc c'est plus facile pour les Russes de mettre la main sur le Donbass. Oui, c'est ça. C'est l'oblast de Luhansk, qui est un des deux oblasts qui constituent le Donbass, qui tombe totalement. Et ensuite, il faudra, pour la Russie, pour pouvoir clamer la victoire de la libération du Donbass, tel qu'ils veulent le clamer, conquérir le reste du Donetsk, de l'oblast du Donetsk. Mais là, il y aura une avancée considérable pour les Russes qui pourront déjà clamer avoir libéré une grande partie du Donbass avec la conquête de l'oblast de Luhansk. Je voudrais vous faire écouter cette déclaration, c'était cette nuit, du président Zelensky sur cette défense héroïque des troupes ukrainiennes. La situation de la ligne de front en Ukraine n'a pas changé de manière significative au cours des dernières 24 heures. La défense absolument héroïque du Donbass se poursuit. Les endroits les plus chauds sont les mêmes. Tout d'abord Severodonetsk, Lysychansk, Popasna. On estime que les occupants ne croyaient pas que la résistance de nos militaires serait si forte. Et maintenant, ils essaient d'attirer des ressources supplémentaires dans la direction du Donbass. Tout comme dans la direction de Kherson, de nouvelles unités y sont transférées pour limiter nos actions. Général Trinquant, est-ce que les Ukrainiens ont retenu la leçon des combats précédents, de Mariupol notamment ? Il ne s'agit pas de perdre des hommes en héros, mais d'essayer de garder des troupes pour se replacer et contre-attaquer quand ce sera possible. Oui, je crois que derrière le discours du président Zelensky, qui souligne l'héroïsme des soldats et les combats remarquables que font l'armée ukrainienne, il y a aussi le réalisme. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut savoir céder du terrain pour pouvoir mieux s'organiser et mieux combattre et ne pas perdre trop d'hommes dans ces combats. Il faut bien voir que dans cette région, c'est l'essentiel et les forces ukrainiennes qui depuis 2014 faisaient face à la Russie et aux séparatistes du Donbass qui étaient présents, donc les mieux armés, les mieux équipés et les mieux entraînés. Donc il ne s'agit pas de perdre trop de ces soldats-là en combat retardateur et d'organiser une défense ferme à l'endroit où on peut concentrer les moyens ukrainiens. Alors, reste avec nous, Général Trinquant. Place au reportage maintenant, juste à côté de Severodonetsk, à Lysychansk, que les rares habitants, toujours dans la ville, refusent de partir. Et pourtant, ils font un constat terrible. Chaque jour, quelque chose brûle. Et leur quotidien nous est raconté par Hubert Coster. Seri veut nous montrer ce qu'il reste de sa maison. Dans cette pièce, une roquette a traversé le plafond sans exploser et est venue se ficher dans le lit. Malgré le danger, il veut rester dans sa ville. Dans notre pays, on travaille toute sa vie pour avoir un toit au-dessus de sa tête. C'est pourquoi nous ne voulons pas partir. Il y a beaucoup de gens ici qui restent parce que leur appartement est le travail d'une vie. Pour Ivan, qui n'a que 19 ans, partir n'est pas non plus une option. Nous avons grandi ici. Où devrions-nous aller ? Et nous n'avons pas d'argent non plus pour vivre ailleurs. Et puis, nous ne laisserons pas notre grand-mère. Elle peut à peine marcher. Les plus âgés n'ont pas d'échappatoire. Chaque jour, il y a des bombardements et chaque jour, quelque chose brûle. Et personne ne nous aide. J'ai essayé de m'adresser aux autorités de la ville, mais il n'y a personne. Tout le monde s'est enfui. Partez aussi, disent-ils. Mais où irai-je ? J'ai 70 ans. Des bombardements quotidiens. Hier, c'est ce lycée technique de la ville qui est parti en fumée.
Face à cette situation et à ce chaos, il n'est pas question de négocier pour la fin de la guerre, c'est ce qu'affirme le président Zelensky, qui rejette, je cite, toute concession territoriale. L'Ukraine veut le contrôle de l'ensemble de son territoire. Écoutez ce message de cette nuit. I'm ready for direct negotiations with President Putin if we are ready to discuss putting an end to this war seriously. My behavior remains unchanged. That is it. Because I think that when in the Russian Federation these days, there is no one to talk to except President Putin. And we are waging this war against the Russian Federation. So this is the point. Talking about some other things, I think that this is simply unreasonable. There is no time for it. Général Trinquant, la grande question évidemment, quand Volodymyr Zelensky dit vouloir la libération totale du territoire, est-ce qu'il inclut aussi la Crimée? Oui, je pense que je parlais de réalisme tout à l'heure et nous venons de parler de négociations entre le président Poutine et le président Zelensky. Je pense qu'on n'en est pas du tout au point de bascule dans lequel les Russes considéreront qu'ils ont atteint leurs objectifs et dans lequel les Ukrainiens penseront qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. Et c'est seulement quand on aura atteint ce point-là qu'on pourra parler de négociations et probablement l'installation de ce qu'on appelle un conflit gelé qui va durer assez longtemps parce que ni l'un ni l'autre ne voudront céder sur les territoires conquis ou perdus pour l'autre. Merci beaucoup, Général Trinquant, d'avoir été avec nous. Catherine Gentil, le fossé paraît de plus en plus grand entre la Russie et l'Ukraine. Et au milieu, on l'a vu dans ce reportage d'Hubert Koster, il y a les civils, il y a les morts. C'est possible qu'un jour, les deux se rejoignent ou est-ce qu'on tombera dans une période plus ou moins longue où ils se regarderont en chiens de fusil ? Non, de toute façon, un jour, il y aura des négociations de paix. Est-ce que ce sera entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky? L'avenir dira s'ils seront tous les deux toujours au pouvoir à ce moment-là. Mais on arrivera forcément à cette situation. Et en fait, Volodymyr Zelensky, depuis le début, lui, il demande à rencontrer Vladimir Poutine. C'est ce qu'il dit. Il veut parler à son homologue russe. Vladimir Poutine étant nettement moins chaud, et c'est un doux euphémisme, parce que depuis le début, il considère que Zelensky est un acteur de deuxième zone et qu'il n'est pas de son niveau. Mais tous les deux jouent leur avenir politique, au moins politique, dans cette crise, parce que Volodymyr Zelensky, qui au début était prêt à négocier sur le Donbass, il disait même on peut donner 15 ans de temps pour négocier sur la Crimée, particulièrement ce qui voulait en gros dire qu'il acceptait de laisser la Crimée aux Russes. Maintenant, avec tout ce qui s'est passé, dans un premier temps, les victoires qui ont donné vraiment un espoir fou aux Ukrainiens en pensant qu'ils allaient pouvoir repousser les Russes sur leurs frontières, et puis surtout après, les crimes terribles auxquels on a assisté, notamment à Boutcha. Et là, maintenant, Volodymyr Zelensky, c'est vrai qu'il ne peut plus accepter de négocier aussi facilement sur le Donbass et la Crimée. C'est exactement, Catherine, ce que dit le président du Parlement ukrainien, qui, vous le savez, est en France. Il a rencontré le président du Sénat, Gérard Larcher. Et voilà ce qu'il a dit à nos confrères du Figaro. Volodymyr Zelensky pensait lui aussi qu'il fallait trouver une voie diplomatique pour régler le contentieux avec la Russie après Boutcha, Irpin, Mariupol et Borodianka. Cette porte est en train de se refermer. C'est ce que vous dites exactement. Et c'est pour ça que ça va être d'autant plus compliqué et qu'on risque de voir encore des images comme celles qu'on a vues tout à l'heure, avec des destructions apocalyptiques, avec des personnes âgées qui ne savent pas où aller, qui sont vraiment prises au piège, parce que là, pour l'instant, c'est bloqué. Alors, en même temps, ce n'est pas totalement bloqué, parce que déjà, il y a des pas qui sont faits pour pouvoir sortir le blé d'Ukraine et donc nourrir la planète. On sait qu'il y a aussi des émissaires qui sont extrêmement discrets, pour ne pas dire totalement secrets, qui continuent à discuter avec les Russes, notamment pour savoir sur quel point ils pourraient bouger. Donc, en arrière-fond, il y a quand même des contacts et des discussions. Mais on voit que la situation, là, effectivement, est très difficile. Vincent Hugeux, vous avez l'habitude de ces discours de façade, mais entre ceux de Poutine, Lavrov, qu'on entendra tout à l'heure, ou Zelensky, on est dans le discours de façade, dans la posture où il y a vraiment un fond, et ce fond est tellement profond que ça sera très long pour qu'ils puissent se reparler. On se dirige à pas compter vers une sorte de bras de fer à front renversé. Vous avez d'un côté effectivement un Volodymyr Zelensky dont la marge de manœuvre n'a jamais été aussi étriquée,
les gages d'ouverture dont Catherine parlait à l'instant ne sont plus exploitables aujourd'hui, puisqu'effectivement, après Boutcha, comment convaincre sa population d'accepter une nouvelle mutilation territoriale ou d'entériner une annexion de fait. Et de l'autre côté, et ça c'est plus surprenant d'une certaine manière, je lisais ce week-end une analyse d'une historienne et politologue russe dans la revue américaine Foreign Affairs. Elle disait, attention, parmi les stéréotypes qui perturbent la vision de l'Occident, il y a cette idée qu'au fond, Poutine serait le faucon indépassable et qu'il devrait un jour rendre des comptes à une population contre la guerre. Bien non. La réalité, selon elle en tout cas, c'est que Poutine n'est pas le plus belliciste de tous et qu'il y a en ce moment une montée d'ultra-patriotisme qui pourrait même le déborder sur sa droite, si l'on veut. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, et je termine là-dessus. Obligé de donner des gages ? Exactement. Et donc, vous avez une déclaration absolument incroyable de Dmitri Medvedev, qui a été Premier ministre et président hier, qui, tout simplement, exprime explicitement sa haine de, je cite, de ces tarés, de ces dégénérés. Alors, il ne précise pas qui ils sont, mais ce sont grosso modo tous ceux qui dénigrent la Russie éternelle. Or, Medvedev, on s'en souvient tous, il passait plutôt pour un moderniste et pour un modéré, lorsque, vous savez, il se repassait la primature et le trône présidentiel pendant une quinzaine d'années. Dmitri Medvedev, on me demande souvent pourquoi mes messages sur Telegram sont si durs, c'est la messagerie. La réponse est que je les déteste, ce sont des bâtards et des dégénérés. Ils veulent la mort pour nous, la Russie. Tant que je vivrai, je ferai tout pour les faire disparaître. Donc tout ça pour dire qu'on va effectivement vers une sorte d'ossification, de fossilisation des postures et que, hélas, à ce stade, et j'adorerais être démenti par les faits après-demain, la moins mauvaise solution, c'est une paix bancale. C'est une sorte de traité mal taillé.